à l'heure en écoutant Jean de poser la question est-ce qu'il y a un chemin? J'avais dans ma tête une chanson, la chanson d'un autre Canadien que j'aime beaucoup et qui a terminé sa vie il n'y a pas très longtemps, qui dit, vous le connaissez sans doute, c'est Leonard Cohen, et il dit There is a crack in everything, it's how the light gets in. Il y a une faille dans toute chose, c'est comme ça que la lumière rentre à l'intérieur. Voilà, je me dis, là il y a peut-être une réponse et c'est peut-être pour ça qu'on parle de fragilité, parce que dans nos fragilités, c'est peut-être par là que la lumière rentre. Et pour commencer, j'avais d'abord envie de vous dire ma joie d'être ici. Ma joie, elle est très profonde parce que j'ai rejoint Apprenti d'Auteuil il y a seulement 2 ans. Et auparavant, j'avais fait la connaissance de l'Arche et je me suis engagé au conseil d'administration de l'Arche à Paris. Et donc ici, voir ce colloque lancé par l'Arche, mais auquel est venu participer un certain nombre de personnes d'Apprentis d'Auteuil, ben voilà, c'est voir des amis qui sont comme quand on a deux bandes d'amis, et de voir ces amis qui se retrouvent, ça fait chaud au cœur. Et je suis heureux de pouvoir parler de fragilité, d'abord parce que je voudrais en parler à titre personnel. Quand je suis arrivé à l'Arche, la première fois que j'ai fait la connaissance de l'Arche, je connaissais Jean Vanier, ses discours, mais j'ai été invité à déjeuner à l'atelier, c'est-à-dire l'accueil de jour de l'Arche à Paris, rue de l'Abbé Groux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais instantanément, je me suis senti bien. Ou plus exactement, je me suis senti libéré d'une peur profonde. En réfléchissant après, j'ai compris que dans ma vie, j'avais tout réussi. Les études, les plus grandes écoles, un métier. J'ai une femme fantastique, 7 beaux enfants. Mais au fond de moi, la peur de ne pas être encore à la hauteur, la peur de devoir faire plus, et surtout d'être jugé sur mon intelligence, ma cervelle. Et quand je suis arrivé à ce déjeuner, dont je me souviens tous les jours, je me suis senti pas jugé sur l'épaisseur de ma cervelle, sur la hauteur de mon chapeau, etc., etc. Je me suis senti bien. Donc voilà, cette fragilité que j'avais au fond de moi, au fond, s'est trouvée rejointe. Ça fait écho à une autre histoire qui m'est arrivée quand j'ai visité les établissements d'Apprentis d'Auteuil. Il y a presque 200 établissements, donc j'ai eu le temps et la chance de pouvoir faire le tour. Et un jour, j'étais dans un lycée professionnel à côté de Nantes, et le directeur du lycée donc, me présente à une classe et demande à ses élèves « Est-ce que vous avez quelque chose à dire au nouveau directeur général ?» Et alors on me dit qu'il faudrait améliorer la nourriture parce qu'il n'y a pas assez de frites, on me dit, etc., etc. Et puis, il y en a un qui parle et qui lève la main et qui dit « Moi, je vais vous dire, ça va le faire. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Parce que moi, quand ça ne va pas, je me dis « T'inquiète pas, ça va le faire. » Et bien ce jeune, dans sa fragilité, et je peux vous dire qu'il en avait, il avait senti mon inquiétude. Comment je vais faire? Comment ce sera possible? Donc, le fait qu'Apprentis d'Auteuil participe à ce colloque, vous voyez, ça me rejoint assez profondément. Et c'est aussi parce que Apprenti d'Auteuil, la fragilité, on connaît ça. On connaît ça parce qu'on fête nos 150 ans cette année, et il y a 150 ans, on a été posé par un prêtre du diocèse de Paris, on a été posé par l'Église de Paris, on a été posé sur une faille, une fracture, en étant placé auprès des jeunes en difficulté, à l'époque des vagabonds dans la rue. On a été posé sur des fractures qui peuvent être des fractures douloureuses, difficiles de notre société. Je veux parler de la fracture de la filiation, quand les familles et leurs enfants ne se reconnaissent plus les uns les autres. La fracture de la transmission, quand les jeunes n'ont plus accès au savoir, ne peuvent pas s'épanouir dans toutes les dimensions de leur être. La fracture de l'insertion, quand des jeunes formés n'ont pas accès à un travail
et ne peuvent pas rentrer en relation avec d'autres parce qu'ils se trouvent exclus de cette société-là. Et puis aussi, sans doute, plus profondément, la fracture de toutes ces cultures que rassemble un pays comme le nôtre. Certains parlent de choc des civilisations ou de choses comme ça. Moi, ça ne me plaît pas trop, ce terme. J'aime mieux parler de choc des incultures, de choc des ignorances. Donc, nous nous trouvons depuis 150 ans sur ces failles. Bien sûr, ça a changé. Ce qui nourrit ces failles, ce qui nourrissait ces failles il y a 150 ans, c'était les guerres, les épidémies, la faible espérance de vie, ce qui faisait que nous nous appelions orphelins apprentis d'Auteuil. Aujourd'hui, ce qui nourrit ces failles, ce sont les violences familiales, les ruptures familiales, ce sont les difficultés d'apprentissage, l'échec scolaire, le décrochage scolaire. C'est aussi tous ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. Vous savez sans doute que dans notre pays, il y a 1,9 million de jeunes de 18 à 25 ans qui sont ni en emploi, ni en formation. Donc ces failles sont nourries par tous ces faits de société, ces phénomènes de société, et nous nous trouvons là, posés là, comme une œuvre catholique, au nom de l'Évangile, face à des jeunes de toute origine, et travaillant auprès d'eux, de leur plus jeune âge, jusqu'à leur insertion dans la société. Vous avez vu, en 150 ans, les évolutions ont été majeures. Donc bien des choses ont changé. Une chose toutefois ne change pas. Chaque jeune doit être considéré comme une personne à part entière. Quand je parle d'apprentis d'Auteuil, parfois je dis « nous accueillons chaque année 25 000 jeunes ». Mais il y a une chose importante à bien comprendre, c'est 25 000 fois un jeune. On ne peut pas prendre les jeunes par paquet comme on ne peut prendre personne par paquet. Donc ça, c'est une constante. À l'époque de nos fondateurs, au XIXe siècle, il y avait un éducateur célèbre qui s'appelait Jean Bosco et qui disait « il faut aller là où est le jeune ». Ça n'a pas changé. En revanche, un certain nombre de choses ont changé. Alors une chose assez évidente, nous nous appelions orphelins apprentis d'Auteuil, aujourd'hui nous nous appelons apprentis d'Auteuil. Par chance, par bonheur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'épidémie, et nous n'avons plus ou nous n'accueillons que très peu d'orphelins. Et donc une chose est apparue évidente, ces jeunes ont une famille, nous devons travailler avec les familles. Travailler avec les familles, pourquoi c'est aussi important? Un de nos directeurs dit « un jeune ne peut pas reprendre confiance en lui si d'une manière ou d'une autre, il ne s'y sent pas autorisé par sa famille. Quelle que soit la difficulté, aussi douloureuse soit-elle, de la relation avec sa famille. Donc, travailler à établir le lien, c'est ça qui va permettre le miracle quotidien d'apprenti d'Auteuil. Quel est ce miracle? C'est qu'un jeune décide de faire confiance à un adulte. Vous en avez vu un exemple tout à fait beau avec Richard et Katia. Un jeune décide de faire confiance à un adulte, alors que certains des jeunes qui sont chez nous auraient beaucoup de raisons de ne plus faire confiance à des adultes. Donc pour cela, travaillons avec les familles. Un deuxième changement, et il est d'actualité, il est d'un tout autre ordre. Nous connaissons, depuis l'arrivée des Boat People, il y a 25-30 ans, l'arrivée de migrants, de nouveaux migrants, et en particulier de jeunes mineurs, seuls, qui arrivent dans notre pays avec non seulement le besoin d'apprendre, d'être éduqués, formés, mais bien sûr aussi avec leur culture et l'énorme fossé, barrière, espace qui sépare leur culture de la nôtre. Aujourd'hui, il y a encore vous êtes tous au courant, un nouveau sujet qui est celui des jeunes migrants de Calais. Nous en accueillons quelques-uns. Donc nous savons que voilà une évolution de fond de notre société, sa capacité à accueillir dans ces jeunes des étrangers qui demandent, qui appellent notre aide aujourd'hui.
Autre changement, et ça a été dit par presque tous les intervenants, autre changement, nous devons apprendre à penser et à agir avec les jeunes et avec les familles elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un éducateur, quand on est un professeur, un enseignant, on peut raisonnablement penser qu'on sait ce qui est bon pour le jeune. On sait comment il va s'en sortir. On sait quelle est la règle. On sait quel est ce qu'il doit apprendre. Et pourtant, plus ça va, plus nous mesurons à quel point il est important que nous construisions avec les jeunes eux-mêmes le chemin qui va être le leur. C'est un changement radical, mais ça a été dit par tous. C'est un changement fondamental. Pour pouvoir faire cela, il faut être à l'écoute. Mais pour pouvoir écouter, il faut savoir qui on est. Pour terminer, je voudrais prendre une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de David et Goliath. Quand David part au combat, on croit bien faire de lui donner l'armure et l'épée du roi Saül. Mais David trébuche. Il n'arrive pas à porter l'épée. Alors il retire l'armure, il retire l'épée, il va chercher son bâton, sa fronde de berger, et vous connaissez la suite de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé son identité de berger capable de combattre des ours quand il venait attaquer son troupeau. Il faut connaître son identité pour pouvoir faire face à ses peurs. Il faut pouvoir se connaître soi-même. Je terminerai en disant donc, apprenons à nous écouter. Apprenons ensemble qui nous sommes, qui est notre personne, et laissons nos fragilités se tendre la main. Merci.